L'infertilité est-elle une maladie dénigrée? C'est le grand angle de ce samedi 6 mars. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'infertilité est bien une maladie et la pandémie aggrave la détresse des couples qui n'arrivent pas à faire un bébé. Votre rôle à vous, c'est de les aider. Professeur Michael Greenberg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gynécologue, chef du service fertilité à l'hôpital Antoine Béclère près de Paris. Avec nous également Virginie Rio, présidente du collectif BAMP, l'association de personnes infertiles et stériles. Soyez la bienvenue, vous aussi. L'infertilité est un dysfonctionnement du système reproductif, autrement dit c'est compliqué d'avoir un bébé. Est-ce que c'est une maladie taboue? Je ne suis pas sûr que ce soit une maladie taboue. Enfin, ça l'est de moins en moins, on va dire. Et puis ça dépend des cultures. Mais c'est vrai que c'est jamais simple de parler de son infertilité parce que finalement, c'est quelque chose qui devrait être normal de pouvoir avoir un enfant et on ne devrait pas se soucier de ça quand on le veut, en fait. Dans les faits, ce n'est pas ça. Et c'est vrai que même si ça commence à se démocratiser, on sait que c'est aujourd'hui, par exemple en France, il y a 3% des enfants qui sont issus de fécondation in vitro, par exemple. Donc c'est plus du tout quelque chose à la marge. C'est pas du tout à la marge. C'est pas à la marge, mais il est vrai que les couples ont toujours du mal à dire j'ai eu mon enfant grâce à de l'assistance médicale à la procréation. Alors pour aider ces couples, il y a la procréation donc médicalement assistée. Pendant le premier confinement, les PMA ont été mises en pause du jour au lendemain. Virginie Rio, est-ce que ça a créé une détresse supplémentaire pour les couples? Oui, ça a été très, très douloureux en fait parce que les gens se sont sentis abandonnés et en plus au tout début du mois de mars on était sur des recommandations qui disaient qu'il ne fallait pas commencer de grossesse et que l'AMP n'était pas quelque chose de prioritaire. Donc tous ces éléments-là associés faisaient que en plus de la Covid-19, les gens se sont trouvés dans une détresse très importante et très profonde, d'autant qu'on n'avait pas d'orientation ni de perspective en fait. Et votre association a milité auprès des agences régionales de santé pour que ça reprenne très vite. Un an plus tard, on en est où? Alors ça a repris, ça avait déjà repris à la mi-mai pour les centres qui étaient les plus près. Et puis certains centres avaient recommencé au mois de juillet. Ça a repris de façon très lente avec moins de prise en charge à la journée en fait, mais aujourd'hui ça a repris. Mais les gens restent inquiets en fait parce que il y a eu au mois d'octobre l'année dernière par exemple quand le deuxième confinement était évoqué, les gens, alors que les recommandations avaient dit qu'il fallait que l'AMP puisse continuer, les gens étaient quand même inquiets en fait en se disant ça y est on va à nouveau tout stopper. Et on sait qu'en infertilité, le temps est notre ennemi et donc c'est assez angoissant en fait pour les gens. Est-ce que la lassitude gagne vos patientes? Alors c'est compliqué, pendant le confinement ça a été très compliqué, après ils ont été relativement pressés de recommencer et les centres ont dû repartir, donc c'est pas simple quand on s'est mis en pause complète pendant 2 mois de repartir aussi vite, donc c'est vrai que la lassitude, elle est globale. De toute façon, elle est au sein de tout le monde. De pas en voir le bout, c'est très compliqué. On ne sait pas où on va. On ne sait jamais si on va être confiné ou pas. Donc, on ne sait jamais parce qu'encore une fois, c'est ce qu'a dit Virginie, on a l'impression que la fertilité, c'est pas un problème et c'est finalement pas considéré en tant que tel comme une maladie grave ou pas si importante que ça, puisque ça a été totalement mis en pause, contrairement à d'autres problèmes de santé. Donc il y a toujours cette angoisse qu'il peut y avoir. Et on va voir que c'est un combat de longue haleine. La procréation médicalement assistée est un long parcours qui a un impact sur le corps de la femme et sur le porte-monnaie du couple. Marie Dubois connaît ça. Elle en a même fait une BD, Un bébé si je peux. Sophie Goldstein et Virgile Tron sont allés à sa rencontre. Il y a une dizaine de printemps, sa vie s'est mise sur pause. Un désir d'enfant qui ne va pas de soi. Je crois qu'il protège le nid qui est juste en dessous. Commence alors un douloureux voyage. Marie prend sa boîte à crayons, elle s'assoit à sa palette graphique et elle dessine. Au moment où j'ai su quelle était ma pathologie, on venait de m'annoncer que j'ai des ovaires paresseux. Je me retrouvais avec des branquignoles à l'intérieur de l'utérus, quoi. C'était un peu ça l'ambiance. Et de se demander, mais c'était pas à ton tour d'ovuler là? C'est possible, je sais plus. Rire de ce qui fait mal pour que cela reste vivable, dit-elle. C'est le ton de cette BD, un récit dessiné parti de ses notes et de ses propres questionnements dans un monde qui bascule. Beaucoup de choses me font rire, surtout l'absurde.
Et la PMA, c'est quand même le monde de l'absurdité. On devient un peu un corps aussi, un corps qui se pique aux hormones, un corps qui est manipulé tout le temps par des médecins, un corps qui attend que quelque chose se passe. Au niveau du couple, ça peut abîmer le couple. C'est quand même l'intimité, hein. C'est ce qui se passe au lit. On a l'impression effectivement d'avoir un gynéco qui prend des notes quand on fait l'amour. Il y a un peu ce truc-là. D'un seul coup, l'acte d'amour devient un but procréatif très fort. Marie dénonce la violence de certains praticiens. On est très vulnérable et souvent, hélas, il peut y avoir des abus de pouvoir, il peut y avoir juste un manque d'humanité, ça c'est le plus commun de toute manière. Un couple sur 7 consulte aujourd'hui pour infertilité en France. L'espoir est permis, mais personne n'oublie l'épreuve. Il faut déculpabiliser les infertiles en leur disant que vous n'êtes pas responsables. 5 tentatives d'insémination artificielle pour Marie et son compagnon, l'obsession d'enfants et au final la lumière, une fécondation in vitro couronnée de succès à la première tentative. C'est une chance, tous les deux le savent, ils sont aujourd'hui parents. Préjugés, violences médicales, humiliation, culpabilisation. Virginie Rio, avoir un bébé, ça devient un parcours du combattant ? Oui, pour les personnes infertiles, ça devient compliqué. Enfin, c'est quelque chose de compliqué, à la fois physiquement, socialement. Après, si vous rajoutez là-dessus certaines cultures ou certaines religions, ça rajoute encore de la difficulté. Donc, et c'est difficile parce qu'en fait, on se dit la médecine va nous aider. Mais en France, les taux de réussite restent assez faibles. Et donc, il y a des gens pour qui ça marche du premier coup et ça, c'est formidable. Et il y a beaucoup de gens pour qui ça ne marche pas du premier coup. Et donc, ils accumulent les échecs. Et là, quand vous commencez à accumuler les échecs, oui, ça devient vraiment psychiquement compliqué, socialement compliqué, émotionnellement. Vraiment, ça devient compliqué. Et puis, il y a le fait que parfois, ce désir d'enfant est ressenti comme un luxe ou comme un caprice. Oui. Alors ça, c'est... Excusez-moi. Le professeur Greenberg, peut-être je m'en passe la parole dans un instant. Oui, un luxe ou un caprice ? Non, je ne crois pas que ce soit ressenti, en tout cas pas par le corps médical, comme un luxe ou un caprice. On a compris que, aujourd'hui, on a conscience quand même que tous les gens qui veulent sont en droit d'avoir un enfant s'ils le veulent. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est vrai que le ressenti des couples parfois fait que de parce que leur montre le corps médical peut leur laisser parfois l'impression de ne pas être traité comme il le mériterait finalement et que ça puisse être vu comme un caprice. Mais je ne crois pas que ça le soit vraiment. Après, il y a le cadre légal. Certains pays, certains voisins de la France, comme la Belgique, l'Espagne, sont un petit peu plus souples. Est-ce qu'on n'est pas dans une logique aussi de tourisme médical ? Alors, il y a déjà du tourisme médical, si, oui, bien est-ce que sûr. c'est pas cette logique-là qui s'est installée ? Alors, cette logique, elle s'est installée malheureusement parce que la France ne va pas assez vite dans les modifications de loi et ne veut pas s'ouvrir tout un débat parlementaire tout un débat qui actuelle. est actuellement en cours et pour laquelle et qui n'est pas gagné malheureusement parce qu'on voit qu'il y a encore des gros lobbies et que c'est très très figé et on n'arrive pas à s'ouvrir à des problématiques sociétales qui sont pourtant finalement relativement évidentes. Les femmes en couple, les femmes célibataires qui veulent avoir un enfant, qu'on laisse déjà adopter. Donc pourquoi on les empêcherait de pouvoir porter un enfant et d'avoir accès à la PMA ? Les problématiques de dons, notamment de dons d'ovocytes, aujourd'hui il y a 3 ans d'attente quasiment en France. Donc nécessairement les gens qui ont les moyens vont le faire à l'étranger. Un couple sur 7, on l'entendait, va consulter pour infertilité en France, c'est le même chiffre en Belgique par exemple aussi. La PMA, ça représente 3% des naissances en France par an, 4,5% en Belgique. Est-ce que c'est un enjeu de santé publique, Virginie Rio ? Alors oui, pour nous, c'est un enjeu de santé publique parce qu'on est dans un environnement qui attaque vraiment la fertilité des humains et depuis longtemps, mais ça s'intensifie là depuis les dernières années. Donc pour nous, il y a un vrai sujet de santé publique et en même temps un décalage entre les débats publics qui sont ou les débats médiatiques qui sont assez limités et qui ne montrent pas en fait la réalité de ce qui est vécu par les gens. Et donc on a un décalage entre les besoins et ce que le monde politique et la société chez certaines personnes en fait voudraient considérer l'infertilité à sa juste valeur, c'est-à-dire que il y a de plus en plus de gens infertiles et donc il faut qu'on puisse faire des campagnes d'information, de sensibilisation et qu'on puisse autoriser
des techniques qui aujourd'hui en France ne sont pas autorisées et qui pourtant permettraient d'améliorer les taux de réussite notamment. Le taux de natalité est en forte baisse en France. En janvier, le nombre de naissances a chuté de 13% sur une année, probablement à cause de la Covid-19. Quelle part, pensez-vous, est liée à la fermeture des centres pendant les différents confinements, professeur Greenberg? Je ne suis pas sûr que la part soit si énorme que ça. On est dans un contexte général. Il y a sans doute une petite partie qui est liée à la fermeture des centres de médecine de la reproduction. Ça a été fermé en gros 2 mois. Donc je ne suis pas sûr que ça explique toute la baisse. Il y a aussi toute l'angoisse des couples. Tout est plus compliqué. Il y a des problématiques au travail, donc on a peut-être moins la tête à se dire qu'on va se lancer dans un projet alors que l'avenir est si flou. Donc ça aussi, la natalité, c'est un enjeu de société. C'est l'avenir de la société. Quel rôle vous jouez, vous, là-dedans ? Je crois qu'on joue un rôle crucial pour aider les hommes, les femmes qui sont dans ce désir-là. Après, il ne faut pas se voiler la face. Dans tous les pays industrialisés, il y a des chutes des taux de natalité. On était encore un des principes, avoir le taux le plus important en France par rapport au reste de l'Europe. Et là, on est en train de suivre la même tendance que les autres. Alors nous, on est là pour aider et pour favoriser pour les gens qui le veulent et qui sont en difficulté. Mais après, on ne va pas pouvoir changer toute la société. Et c'est le Parlement qui s'en occupe, qui est en train d'étudier donc ce projet de loi relatif à la bioéthique. Virginie Riot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi, Michael Greenberg. Merci d'être venu dans 64 minutes. À bientôt.